Alors bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire de Delibal Software. Donc aujourd'hui nous allons traiter de la modélisation et du calcul d'un plancher bois-béton avec donc le logiciel RFEM, logiciel de calcul éléments finis. Donc je me présente, je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur pendant ce webinaire. Également, tout au long du webinaire, il y aura également Monsieur Cosmaceya qui sera présent et à qui vous pouvez poser des questions, il pourra répondre directement. Alors pour cela, vous pouvez utiliser pour les questions l'interface GoToWebinar et du coup poser vos questions via le chat. Donc pour ce webinaire, on va voir dans un premier temps assez rapidement quelques connecteurs qui existent pour les planchers bois-béton. On va ensuite regarder et faire la modélisation d'un plancher bois-béton sur RFEM. On va voir donc comment calculer les raideurs des connecteurs. On va également regarder l'aspect du retrait du béton, donc qui sera à prendre en compte à l'instant T. Et puis après, on verra aussi tout ce qui est combinaison ELU et ELS, donc spécifique ici, vu qu'on a deux matériaux avec deux instants, un T initial et puis un T final. Et ensuite, donc, on verra aussi tout ce qui est modification des rigidités des matériaux, justement, en fonction de T0 et T infini. Puis on va voir le calcul. Donc tout d'abord, par rapport aux connecteurs qui peuvent exister, donc, il y a différents types de connecteurs, donc des connecteurs de type goujon, donc là on retrouvera par exemple les vis ou encore des barres d'armature. C'est encore possible avec des plaques perforées, des cornières. On va retrouver plusieurs, enfin, ça c'est qu'un exemple, une partie des possibilités. Il y aura plusieurs possibilités d'utilisation de connecteurs pour la réalisation des liaisons entre la dalle béton et les poutres bois pour un plancher mixte bois-béton. Donc là j'ai mis quelques exemples. Ici on retrouve des connecteurs HBV où là justement on est plutôt sur des plaques avec des perforations, et puis après deux exemples ici avec des vis de chez Wurtz et SFS qui permettent de faire des connexions justement par vis entre la dalle et puis la partie bois, les poutres bois. Après, sur toutes ces données-là, savoir sur la partie technique comment on met en œuvre ces produits-là, vous pouvez donc retrouver toutes les informations, les propriétés techniques, les paramètres, tout ça vous les retrouvez dans les ATE et les docs techniques des fournisseurs. Donc, en principe, vous devrez trouver toutes ces informations-là, tous les paramètres à prendre en compte et les méthodes de vérification dans ces données-là. Donc là, dans notre cas, au niveau de la modélisation, on va s'intéresser à un plancher bois-béton avec des connecteurs HBV, donc les plaques qu'on a vues précédemment, donc qui sont situées ici. Donc c'est des plaques qui sont collées dans la poutre bois. Donc on a une fente qui est réalisée et qui sont collées dans la poutre bois et qui font la liaison avec la dalle béton sur laquelle après on pose également ici le lit d'armature. Ici, donc, on sera avec une dalle béton en C25-30 de 80 mm d'épaisseur. On aura aussi une couche intermédiaire, donc ça peut être un panneau bois, ça peut être aussi un panneau isolant. Donc ici, on va considérer une couche intermédiaire de 20 mm. On ne va pas prendre en compte ses propriétés mécaniques, on va juste prendre en compte cet excentrement de 20 mm. Et ensuite, au niveau de la partie bois, on sera avec ici des poutres en C24 de 160 par 200. Voilà pour la petite introduction sur cet exemple. Donc là, on va passer directement à RFEM. Donc, au niveau de RFEM. Donc ici, vous avez la première fenêtre lorsque vous créez un modèle, donc ce sera celle-ci, la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous créez un nouveau modèle. Ici, on se met dans un modèle en 3D avec une orientation de l'axe global Z vers le haut. On peut ici contrôler que l'axe local
des barres et des surfaces soient bien orientées vers le bas. Donc sachant qu'après, derrière les outils de contrôle, que ce soit RF concrète surface ou les autres outils RF Timber Pro, derrière on considère l'axe Z local systématiquement vers le bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette partie-là. Ici, on peut sélectionner la norme. Alors ici, on peut rester avec la norme Eurocode 0 plus Eurocode 5, la sélection de l'annexe nationale, donc ici, l'annexe nationale de la France. Ici, au passage, quand vous venez dans ces paramètres-là, on peut retrouver les paramètres spécifiques ici qui se rajoutent par rapport à l'Eurocode 5. Donc ici, on peut sélectionner par exemple le CADEF pour le réglage au niveau de l'Eurocode 5. Bon, ici, on n'active pas la création des combinaisons automatiques. On va voir juste plus tard comment on le fait. Et donc, je peux valider. Donc, je vais commencer par créer déjà mes poutres donc, sur lesquelles vont reposer ma dalle. Donc, je vais créer une première barre. Donc ici, je définis une barre rectangulaire de 160 par 200. Donc ici, j'ai déjà juste avant préparé et sauvegardé les différents matériaux qui vont intervenir dans mon modèle. Donc ici, j'ai déjà ma référence C24. OK. OK. Et donc, je vais pouvoir la tracer. Donc pour la tracer ici, je peux me repérer à partir des grilles, des nœuds de la grille du plan de travail. Donc ici, je vais la positionner la première à 4 mètres, et puis je vais en faire une seconde. On va aller jusqu'à 7 mètres. Je vais dupliquer cette barre-là pour créer plusieurs poutres secondaires sur lesquelles reposeront la dalle. Je vais créer en parallèle aussi une poutre principale sur laquelle ces poutres-là vont pouvoir reposer. Donc pour ça, j'ai fait une sélection ici. Je sélectionne les deux barres plus le nœud central. Je vais faire une copie ici. Donc je vais faire 6 copies au total, avec un entraxe de 0,8 mètres. Je vais pouvoir ici venir activer une fonction qui va me permettre de créer des lignes et des barres entre les nœuds copiés. Et donc ici, je vais créer une nouvelle barre avec une nouvelle section. Ici, si on connaît déjà le nom de section qu'on souhaite, on peut directement le taper ici. Voilà. Et je vais juste changer en lamelé collé. OK. OK. Donc là, je peux valider. Donc voilà, là j'ai mes poutres secondaires sur lesquelles on va avoir la dalle qui va reposer, et là une poutre, une autre poutre, la poutre principale qui va reprendre toutes les poutres secondaires. Ok. Maintenant ce qu'on va définir ici, ça va être une libération entre ces poutres là et cette poutre ici. Donc afin ici de ne pas transmettre directement tout ce qui est moment, toutes les rotations au nœud ici, qui peuvent être liées à des rotations de ces barres-là. On va faire en sorte qu'elles ne soient pas directement transmises à la poutre principale. Donc, pour éviter des moments de torsion dans cette poutre-là. Donc ici, on va pouvoir créer une libération nodale. Donc, on retrouve la fonction de libération nodale ici. Ici, je peux définir un nœud. Je vais sélectionner le nœud, donc celui-ci. Je vais pouvoir définir les degrés de liberté de cette libération. Donc ici, je libère toutes les rotations. OK. Je vais définir un système d'axe local de référence. Donc ici, ce sera celui de la barre numéro 1. Donc la barre numéro 1, ce sera celle-ci. Et ensuite, je vais libérer cette barre. OK. Et OK. Donc ici, j'ai la modélisation de la libération nodale
qui s'affiche. Donc ça, je peux l'afficher en mode filaire, comme ça on va le voir. Donc, juste pour vous expliquer correctement, ici, la libération nodale, on crée une relation entre deux nœuds. Donc la libération nodale va générer un nouveau nœud, donc ici le nœud 22, et entre le nœud 21 et le nœud 22, on a une relation, une liaison entre les deux, et cette liaison, elle a ses degrés de liberté ici. Donc là, on a libéré les rotations. Donc après, c'est pareil, si on souhaite, c'est possible de renseigner des raideurs au niveau de ces liaisons-là. Et également des non-linéarités, des comportements avec des non-linéarités, des échecs par exemple, ou bien même considérer qu'on a possibilité d'avoir une rotation jusqu'à une certaine valeur, et une fois qu'on a atteint ce degré de rotation, on a un transfert de moment qui apparaît. Donc on peut définir comme ça des jeux, que ce soit en rotation ou bien en translation. Donc là, dans notre cas, on reste comme ici dans l'exemple, avec que des degrés de liberté en rotation, et on prend aucune non-linéarité au niveau du modèle. Donc là, on va continuer la définition des libérations nodales. Donc là, je peux aller chercher le tableau, donc soit ici, soit après, on peut directement le sortir là. Je vais me mettre en vue en Z, et puis je vais afficher ici la numérotation. Donc là, on retrouve le numéro de nœud 20, et puis le nœud généré, numéro 22. Donc là, on va ensuite avoir également une libération au nœud 17, au nœud 14, au nœud 11, au nœud numéro 8, le 5, et puis le 2. L'articulation de barre, donc ça sera la même pour tous. Donc là, je peux faire juste F8. Pareil pour la référence de barre, donc ce sera également F8. On peut faire, ce sera la référence de la barre numéro 1. Et ensuite, les barres libérées. Donc ici, on va avoir la barre 20. Ici, pour le 17, donc la 20 et la 17. Donc, je les renseigne. Pour la ligne du dessous, ce sera la 14 et la 17. La 11 et la 14. Et ainsi de suite. Et la 5. Ok. Donc là, on a défini les degrés de liberté au niveau des libérations nodales, et on les a définis à chaque nœud. Maintenant, on va pouvoir définir les appuis du modèle, donc aux extrémités de chaque barre. Donc, je vais pouvoir créer un nouvel appui. Ici, donc, à cette extrémité-là, ici, je vais définir une liberté en translation au niveau de la direction X. Ok, et je libère ces degrés. Voilà. On va définir également de l'autre côté le degré de liberté. Je peux libérer en X, puis là, les 3 degrés de rotation. Et puis ensuite, on va venir définir à ces deux extrémités-là pour la poutre ici principale. Donc je définis un nouvel appui. Cette fois-ci, je libère UY. Et je bloque ici phi X et je libère phi Z. Ok. Ici. Là, il me demande à quel nœud je souhaite assigner cette articulation. Donc là, ici, il s'agit du nœud 22. Ok. Donc, du nœud généré. Donc, si je reviens ici, ça correspond bien à ce nœud-là. Hein. Ici, à l'extrémité de cette barre, c'est le nœud 22. C'est le nœud généré. Et là, le nœud d'origine, c'était le nœud numéro 21. Ok. Et maintenant, à ce nœud-là, je définis donc également
l'appui. OK. Et donc là, au nœud généré numéro 28. OK. Donc là, le modèle est fait. Au niveau de la partie bois, je peux déjà juste pour voir déjà effectivement que j'ai bien par rapport aux libérations nodales ce qui se passe. Donc je peux créer déjà un premier cas de charge, qui va par exemple être par rapport au poids propre. Donc là on a l'orientation qui est activée, avec une direction -1, donc dans la direction Z. OK. Et là je peux déjà lancer le calcul. OK. Donc là on a la déformation globale des éléments. Et puis là je peux regarder au niveau des barres, au niveau par exemple des moments. Donc là j'ai bien aucun moment de torsion. Je vais juste avoir MY qui est présent, MY qui sera lié là au poids propre des barres. Donc là aussi une autre fonction qui peut être utile quand on s'intéresse à l'étude de barres comme ceci. Il est possible ici, dans cette zone-là, dans le panneau, dans la partie filtre, de créer des filtres qui vont servir pour les résultats. Donc je peux par exemple créer un premier filtre qui va m'isoler directement les barres secondaires, ici, et puis un second filtre pour la barre principale, ici. Ce qui me permet après de rapidement, quand je souhaite analyser des résultats, je peux rapidement isoler les résultats pour cette barre-là, ou ces ensembles ici de barres. Voilà une fonction qui peut être intéressante et utile. À présent, je vais passer donc à la modélisation de la dalle béton. Donc ici, on va pouvoir modéliser la dalle. Donc j'avais dit en C25-30, une dalle de 80 mm. OK. Et je peux la tracer ici. Donc là, si je souhaite voir ce qui se passe, je peux par exemple lancer le calcul. Là, j'ai un message qui s'affiche parce que j'ai libéré des barres par rapport aux libérations nodales, ici. Donc, je vais devoir lui préciser que ces barres-là, ici, elles ne doivent pas être intégrées ici à la surface, vu que c'est les poutres secondaires qui supportent la dalle. Donc ici, je peux déjà venir dans la surface. Au niveau des éléments intégrés, je peux lui dire que je désactive ces lignes-là, donc les lignes qui correspondent à la barre principale, ici, à la poutre principale. OK. Et puis ensuite, ici, au niveau de la partie libération nodale, je vais supprimer ici la numéro 1. Ici, la libération nodale, elle est que entre les poutres et la poutre principale ici. Donc là, je supprime la surface, la référence de surface. Là, je peux relancer le calcul. OK. Et donc là, maintenant, j'ai l'effet avec la dalle. Ici, on peut voir aussi le maillage de la dalle. Donc là, on voit un peu on voit qu'il est assez... on a un maillage assez important, donc ça, on peut le raffiner si on le souhaite. Donc là, par exemple, dans les paramètres de calcul, dans calculer, paramètres de maillage, ici, on va pouvoir le raffiner, par exemple, à 0,25. On peut régénérer tout de suite le maillage. Et là, tout de suite, du coup, là, j'ai le maillage qui est régénéré. Donc là, j'ai un maillage un peu plus fin, ce qui permet après d'avoir des résultats aussi un peu plus précis. Après, également, au niveau du raffinement de maillage, quand vous allez dans paramètres de maillage EF, on a également une autre fonction qui pourrait être utilisée, celle du raffinement automatique, qui est possible d'utiliser. Et donc à partir de
à partir du moment où on active cette fonction et qu'on lui donne un cas de charge de référence, il va pouvoir réaliser une optimisation du maillage avec des raffinements là où ce sera nécessaire par rapport aux concentrations d'efforts. Donc là, ici, nous, on reste avec le maillage à 0,25 et on va pouvoir donc relancer le calcul. Ok. Donc là, si on regarde ce qui se passe, par exemple, au niveau de la déformation, donc là maintenant on a la déformation avec la prise en compte du poids propre de la dalle. Et ici, ce qu'on peut regarder après, ce sera par exemple, là on a les efforts tranchants VZ. Et là on s'aperçoit qu'on a un moment de torsion. Ce moment de torsion-là, il est lié justement à la liaison rigide qu'il existe actuellement entre la dalle et les poutres secondaires. Donc là, on va pouvoir définir ici, pour réduire, ne pas avoir ces effets, ces moments de torsion, on va pouvoir définir ici une liaison, la liaison justement entre la dalle et les poutres secondaires. En même temps qu'on va définir cette liaison-là, on va pouvoir aussi définir des propriétés avec des raideurs par rapport au connecteur utilisé. Et après, on retrouve les moments MY. Donc, à présent, on va passer à la définition de la libération linéique. Donc, je reviens dans la partie données et je vais faire une nouvelle libération linéique graphiquement. Donc aussi ici par rapport à la libération linéique, on est sur le même principe que la libération nodale. Donc ici au niveau de la libération linéique, ici on va avoir la ligne d'origine et on va avoir on va générer une ligne ici, et entre ces deux lignes là, on va avoir, comme pour les libérations nodales, une relation, une liaison avec des degrés de liberté. Donc là, on peut libérer, par exemple, la rotation autour de l'axe X. Et ici, on va pouvoir aussi renseigner les raideurs par rapport au connecteur. Et comme pour les libérations nodales, on retrouve aussi les paramètres de non-linéarité pour des jeux, ou bien définir des lois de comportement au niveau des liaisons. Donc ici, pour la définition, et puis après pour le calcul justement de la raideur, dans notre cas, on va s'intéresser du coup à la raideur dans la direction X, donc le long de la ligne ici, dans l'axe de la ligne. Donc pour cela, au niveau de la raideur du connecteur, là on va retrouver, il faudra regarder les données des fournisseurs dans les documents techniques. Donc ici par exemple, pour le connecteur qu'on utilise, on a cette relation-là, cette propriété-là pour le calcul du Casser, qui tient compte ici justement de la couche intermédiaire, donc du panneau, soit panneau bois, soit panneau isolant. Et ensuite, donc là, si on applique le calcul, on a ici un Casser de 370 kN par mètre. Dans notre cas, on considère ici que la raideur par mètre, donc on a un connecteur sur d'une longueur de 1 mètre. Donc là, la raideur par mètre, elle sera de 370 000 kN par mètre carré. Donc ça, c'est la raideur que nous, on va renseigner au niveau de la libération linéique. Donc je repars dans RFEM. Ici, je vais créer mon nouveau type de libération linéique. En UX, donc j'avais dit 370 000 kN par mètre carré. Ici en UY, pour pas avoir quelque chose d'absolument rigide, je vais juste renseigner une faible raideur. Et ensuite, je vais libérer ici phi x pour ne plus avoir mes effets de torsion. Ok. Et ici, l'élément qui est libéré, ça va être la surface. Donc là, je peux sélectionner la surface. Ok.
Et là maintenant je sélectionne toutes les barres auxquelles j'assigne cette libération. Voilà. Donc là, ici, on voit les enveloppes ici, des libérations linéiques entre cette barre et puis la dalle. Donc pour chaque barre ici des poutres secondaires, on a une libération linéique qui a été générée. Et donc maintenant, si on lance juste le calcul sous poids propre, on va voir ici que là, les moments de torsion qu'on avait tout à l'heure ne sont plus présents. Donc voilà. Donc maintenant, pour achever le modèle, on va venir définir ici des excentrements. Donc là, en réalité, ma dalle, elle ne sera pas dans le même axe que mes poutres secondaires. Donc je vais créer l'excentrement de la dalle. Et puis ensuite, l'excentrement de la poutre principale ici, qui va venir en dessous les poutres secondaires. Donc ici, je peux venir au niveau de la surface. Je peux venir double-cliquer sur la surface. Et ici, je vais définir un excentrement. Donc mes poutres secondaires, elles font 200 de haut. Donc ça sera déjà, on aura 100. On avait dit qu'on avait un panneau intermédiaire de 20 mm. Et ici, la dalle, elle fait 80. Donc en demi-hauteur, ça sera 40. Donc on sera à moins 160 mm. Donc le moins, c'est lié à l'orientation de l'axe local Z de la surface. Ok. Donc là, on a bien la dalle qui est surélevée avec l'excentrement. Et ensuite, pour ces barres-là, on va définir également un excentrement. Donc, je vais modifier. Et dans Options, je viens créer mon excentrement. Donc là, on peut définir un excentrement avec un décalage absolu. On vient renseigner manuellement la valeur. Ou bien là, je peux faire un décalage relatif. Donc là, c'est ma section de la poutre principale que je veux excentrer. Et là, ce que je souhaite, c'est je veux positionner la face supérieure de ma poutre principale, juste en dessous la face inférieure de mes poutres secondaires. Donc là, ça me permet d'avoir un excentrement qui va se mettre à jour automatiquement en fonction de si je modifie la section de la poutre principale ou la section de la poutre des poutres secondaires. Ok. Donc là, maintenant, j'ai l'excentrement de la dalle et de la poutre principale qui est réalisée. Donc juste comme ça, maintenant on peut relancer le calcul. Si je vais remettre ça en mode filaire. Donc là, je vois le comportement global par rapport aux déformations. Et ensuite, si je regarde par rapport aux éléments, donc là je vais pouvoir regarder comment fonctionnent mes poutres secondaires. Donc là on voit qu'elles sont en traction. On a un peu de compression ici aux appuis. Je peux regarder les efforts, VY, VZ. Le moment de torsion, donc là j'ai juste cette poutre là. Et ensuite MY au niveau des barres. Donc là je peux définir maintenant les charges, je vais définir les cas de charge, puis après je vais charger le modèle. Donc on va créer différents cas de charge. Donc on a le premier cas de charge qui correspond au poids propre. Je vais en créer un second ici par rapport à de l'exploitation. Et puis un dernier cas de charge qui va être lié ici au retrait du béton. Donc on va considérer le retrait du béton comme un cas de charge. Hop, donc là ici je vais juste mettre précontrainte, mais ce sera du retrait. Ok.
Donc là, je peux revenir juste dans le poids propre, je peux lui rajouter une charge surfacique. Donc, voilà, selon le Z local de la surface, par exemple 1,5 kN par mètre carré. Et puis, pour le cas d'exploitation, je peux créer un nouveau cas et je charge avec 2 kN par mètre carré. Et puis, le cas du retrait. Donc ici, on va créer un cas de charge. On va charger avec une charge par rapport au retrait. Donc, déjà, ce qui sera important ici à prendre en compte par rapport au retrait, donc c'est cet aspect-là. Donc le retrait, ça va être l'effet, le retrait de dessiccation, donc l'effet lié de retrait lié au séchage du béton, et également le retrait endogène, qui est lié là au durcissement du béton. Donc ce sera la somme de ces deux retraits-là qu'on va prendre en compte. Donc ça après, ce sera selon l'Eurocode 2. Ici on retrouve la courbe de retrait endogène et de dessiccation dans le temps, en fonction aussi de l'humidité relative. Donc là, ici, on va pouvoir directement définir un cas de charge de retrait. Donc là, ici, dans les charges surfaciques, on a une petite fonction ici qui permet de générer la charge due au retrait. Ici, on va pouvoir sélectionner l'Eurocode 2. Ensuite, on peut activer soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps, le retrait de dessiccation et le retrait endogène. Ici, on a l'âge du béton, T, donc ici, de 18 250 jours, qui correspond à 50 ans. Et ensuite, donc l'épaisseur de la surface, donc ici, je peux directement venir la sélectionner, les données vont se mettre à jour. Et du coup, ici également, la résistance moyenne, ici, c'est mis à jour, puisque tout à l'heure, on était à 3,5. Le type de ciment, ici, on est normal. L'humidité relative, on va la laisser à 50%. Puis là, l'âge du béton, on peut le laisser à 28 jours. L'âge du béton au début du retrait. Et donc là, j'ai le retrait calculé. OK. Ici, cette partie-là s'est mise à jour automatiquement. Donc là, je suis sur une déformation axiale, uniforme. OK. Et je viens l'appliquer à la surface, à la dalle. Là, juste pour voir ce qui se passe, on peut lancer le calcul. Donc là, j'ai la déformation liée au retrait. Et là, si je regarde ce qui se passe dans les barres, par exemple, si je regarde l'effort normal, ici on voit que mes barres maintenant elles sont en compression vu que j'ai un retrait de la dalle. Et si je regarde juste comment se comporte la dalle, là je peux regarder par exemple les déformations locales en UX. Hop, là je vois le retrait. Également en UY. Bon, après je peux juste regarder la déformation globale. Ici, en UX, je vois bien qu'ici j'ai un retrait. Donc là qui est augmenté par le facteur ici, donc on a une augmentation du rendu visuel qui est du retrait qui est x110. Et là, ici également dans la direction Y. Donc je vois bien qu'il y a un retrait, et effectivement ce qui génère du coup une compression dans mes poutres. Ok. Après je peux voir du coup les autres effets liés au retrait dans mes poutres. Donc là, nous avons défini les différents types de cas de charge, la définition aussi du retrait. Maintenant, on va pouvoir passer à la définition des combinaisons ELU dans un premier temps, puis après on va faire les combinaisons ELS. Donc pour cela, on peut passer ici. On va dans combinaison de charge et on va venir créer nos combinaisons ELU. Hop. Ok. Donc pour la combinaison ELU, donc on va avoir cette combinaison là. On va l'avoir à T0, donc qui va correspondre à notre première combinaison, avec un 35G plus un 5Q, et à T infini
avec un 35G plus un 5Q plus la prise en compte du retrait. Donc on va déjà définir cette partie-là. On verra aussi par la suite les modifications de rigidité qui seront à prendre en compte. Donc là, je vais définir une nouvelle combinaison. ELU, donc on en a deux. On va mettre AT0. Donc, un 35G plus un 5Q. Et une seconde, donc je peux la copier. AT infini, avec en plus le retrait. Maintenant, je vais pouvoir passer à la définition des combinaisons ELS. Pour les combinaisons ELS, donc je vais avoir ces deux combinaisons-là, pour Winst et Wfin, pour la flèche instantanée et la flèche finale. Donc ici, à partir de la combinaison générale, donc je vais avoir Winst à T0, donc G plus Q, pour la combinaison CO3, et ensuite pour la flèche finale à T infini, je vais avoir cette combinaison-là, Q1, 1 moins psi2, et après, G avec modification de rigidité par KdF, psi2 avec psi2 fois Q avec la modification de rigidité, et puis après, je vais rajouter également le retrait. Donc pour faire cette combinaison-là, je vais devoir utiliser deux combinaisons. Une première combinaison, Q1 avec le 1 moins psi2, et une seconde combinaison, celle-ci, où on va devoir appliquer une modification des rigidités. C'est pour ça qu'après on va créer une combinaison résultat qui va regrouper ces deux combinaisons plus le retrait. Donc ça on va le faire tout de suite. Donc ici je vais passer maintenant à la définition des combinaisons ELS. Donc on avait dit un T0 qui correspond à W inst. Donc ici on est avec G plus Q avec un facteur de 1. Un facteur de 1 et puis donc là pour notre première combinaison ELS et nos deux autres combinaisons. Donc là on va faire deux combinaisons pour W pour la flèche finale. Donc AT égale infini avec du coup W fin 1 qui va correspondre alors à 1 moins psi2, donc 0,7 fois Q. Donc ici je vais juste modifier le coefficient de 0,7. Ok. Et puis je recrée une seconde. Donc ici, toujours à T infini. Cette fois pour W fin. Hop. 2. Ah, mince. Et ici, on va avoir le poids propre plus 0,3Q. Ok. Donc maintenant qu'on a défini les combinaisons, ici, il nous manque juste la combinaison finale ici pour la combinaison W fin. Donc je vais maintenant dans combinaison de résultats et je vais créer ma combinaison W fin, la combinaison de résultats.
Hop. Donc CAT égale infini pour Wfin, qui elle est composée de Wfin1 plus Wfin2 plus le retrait. Ce qui me permet de créer la combinaison avec par la suite les modifications de rigidité sur la combinaison Wfin2 ici. Donc à présent, on va passer à la modification des rigidités, des matériaux et également des raideurs. Donc pour cela, on va se référer aux Eurocodes, donc à l'Eurocode 5 et à l'Eurocode 2 pour les modifications de rigidité aux ELU et aux ELS. Donc ici, à l'ELU, à T0 pour le bois, pour le béton, on reste avec les propriétés, donc EMIN et ECM, donc les propriétés de base. On va juste modifier, comme on est à l'ELU, la raideur par 2 tiers de Casser pour avoir le KU. Ensuite, ELU à T infini, on va venir le modifier avec la modification par 1 plus psi2 KDEF. Ici, pour le béton, on va prendre également le coefficient de fluage et on va venir aussi modifier la raideur du connecteur et également à l'ULS. Donc à l'ULS à T0, rien ne change. Juste à T infini, on va venir modifier donc, les propriétés de rigidité. Donc ici, nous, on va considérer que psi2 égale 1. Donc ça nous permet de simplifier les modifications de rigidité. Pour le coefficient de fluage, là, on peut se référencer, par exemple, aux ABAC de l'Eurocode 2, donc pour faire rapidement, déterminer rapidement une valeur du coefficient de fluage. Après, on pourrait faire d'autres méthodes plus rapides, plus précises, on va dire. Là, c'est la méthode la plus rapide. Donc là, ici, on est sur un T0 de 28 jours. Ici, au niveau de l'épaisseur, on se retrouve à cette zone-là. Par rapport à la catégorie de béton, donc en C25-30, on est là. Ce qui permet après de déterminer ici le coefficient de fluage qui vaut 3. Donc ici, c'est d'après la méthode donc, de détermination du coefficient de fluage, qui est dans l'Eurocode 2 au paragraphe 3.1.4. Donc ici avec une humidité relative de 50%. Donc ce qui donne, une fois qu'on a effectué le calcul, remplacer les valeurs, donc ici on va venir modifier la rigidité en raideur par un facteur de 0,667, et donc là on retrouve les différents facteurs qu'on va venir appliquer pour effectuer les réductions de rigidité. Donc là on peut retourner du coup maintenant dans RFEM, et là on va voir du coup comment on définit et comment on modifie ces propriétés-là. Donc déjà, on va dans les paramètres de calcul. La première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer toutes les combinaisons ici, on sera en calcul géométriquement linéaire. Au passage, je peux désactiver ici la réduction par le gamma M, donc qui s'active au second ordre pour les analyses à l'ULU. Et ensuite, je peux venir ici, donc à l'ULU T0, je vais avoir une modification de rigidité sur la libération linéique. Donc ici, je peux venir modifier avec le facteur de 2 tiers. Sur la raideur en X. À l'ELU T infini. Donc ici, on va devoir modifier la propriété de rigidité sur les matériaux. Donc de façon individuelle, donc on va appliquer une modification différente pour la partie bois et pour la partie béton. Donc là pour le bois, on a une valeur de 0,625. Et pour le béton, de 0,25. Et là pareil, je viens modifier la raideur pour la direction, la raideur en X.
Donc ici, on avait une valeur de 0,47, un facteur de 0,41,7 que je viens d'appliquer partout. Donc là, ici, c'est les 14 libérations linéiques qu'on a définies au niveau du modèle. Ensuite, à l'ELS, donc ici, on n'a aucune modification pour celle-ci. On aura juste celle-ci qui sera à modifier. Donc ici, je vais pouvoir venir modifier les matériaux. Donc à T infini pour l'ELS, on avait un facteur de 0,625 pour le bois. Et ici, pour le béton, facteur de 0,25. Et au niveau de la libération linéique, au niveau de la raideur, on a une modification avec une valeur de 0,625. Ok. Ok. Donc là maintenant, on a appliqué les modifications de rigidité des matériaux et des connecteurs au niveau des raideurs. Et donc là, je peux lancer le calcul sur l'ensemble des combinaisons et la combinaison résultat pour le LS. Là, j'ai juste un message qui m'indique par rapport à la combinaison résultat, vu que j'ai une combinaison sans modification de rigidité et une combinaison avec des modifications de rigidité. Donc là, étant donné que c'est souhaité et que c'est moi qui ai défini ce paramètre-là, je peux le valider. Ok. Je peux masquer les charges ici. Et là, maintenant, on peut voir donc les résultats à l'ULU. Donc on peut voir les efforts dans les barres. Donc là, effort de traction. Efforts tranchants. Aucun moment de torsion, vu qu'on a libéré la torsion dans la libération linéique. Et ensuite, le moment fléchissant au niveau de Y, autour de Y. Pareil sur la poutre principale ici. Donc je peux voir comment elle se comporte également. Et là, on peut regarder également les résultats dans la dalle, au niveau de la dalle. Donc les résultats NX, NY, au niveau de la dalle. Donc là, à l'ULU, à T0, et puis à T infini. Donc là, on voit qu'il y a de la traction qui apparaît, de la compression qui apparaît, donc qui est liée ici à la prise en compte du retrait du béton. Et puis ensuite, à l'ELS, donc là, je peux regarder là, les déformations, donc les déformations globales. Ici, donc à l'ELS, on a 7 mm, ici, puis ici, on a 19,8 mm de déformation. Donc après, ce qu'il est possible de faire ici, c'est si on souhaite, par exemple à l'ULU ici, contrôler et voir ce qui se passe au niveau des connecteurs. Depuis la version 5.17 de RFEM, on a intégré une nouvelle fonction dans la visibilité des résultats. Donc ici, on peut maintenant activer l'affichage des résultats au niveau des libérations, donc un affichage graphique, mais on va aussi avoir l'affichage de ces données-là dans les tableaux. Donc ici, je peux venir activer au niveau de la libération linéique, et je peux regarder les déformations au niveau de la liaison du connecteur, mais les efforts aussi. Là ici on retrouve maintenant les efforts internes dans le connecteur, sur la liaison. Donc l'effort normal et des efforts tranchants, et puis les moments, dans le cas où on aurait défini une articulation qui peut reprendre des moments. Donc ici, on a les valeurs
pour le LU à T0, et puis le LU à T infini. Donc après, c'est ces valeurs-là. Ici, on va les retrouver également dans le tableau. Donc on peut les retrouver ici. Hop, libération linéique effort. Donc là, je retrouve ensuite également les valeurs des résultats dans le tableau pour les libérations linéiques. Et ces données-là, elles pourront être ensuite exportées. Donc on peut ici faire un export ou bien juste faire un copier-coller des cellules, par exemple vers Excel, pour après effectuer un post-traitement de ces résultats-là. Donc après, ce qui sera à contrôler, ce sera de contrôler les résultats au niveau du connecteur. Donc là, l'effort N selon l'axe principal de la liaison. On va pouvoir contrôler par rapport aux données du fournisseur, du fabricant. Donc ici, on retrouve ici la donnée par rapport au connecteur qu'on a, donc les HVV. On effectue le calcul de la valeur de calcul. Et ensuite, donc là, on a donc une valeur de calcul par rapport à notre configuration avec une épaisseur, une couche intermédiaire de 20 mm, de 20 mm. On a donc un TD donc de 99 kN par mètre. Donc là, comme nous, on a un connecteur qui fait toute la longueur, on peut rapidement contrôler cette donnée-là dans le modèle. Donc là, on voit que par rapport à notre valeur max ici, on est à 51. Donc là, on ne dépasse pas la valeur de 99. Donc par rapport à cette partie-là, sur la partie modélisation, exploitation des résultats dans RFEM, pour le moment, on a vu le tout. On va directement passer maintenant sur le contrôle, par exemple, pour les éléments bois, pour les poutres bois. Donc là, pour cette partie-là, on peut passer au niveau de RF Timber Pro. Donc ici, au niveau de RF Timber Pro, on sélectionne ici, on reste avec toutes les barres de sélectionner. L'Eurocode 5 avec l'annexe française. Et puis, on va sélectionner pour le LU, ici nos deux combinaisons ELU. Pour le LS, les deux KELS, donc T0 et T infini. Ensuite, au niveau du matériau, donc là on retrouve les matériaux qui composent le modèle, également les sections. Si on le souhaite, il est possible ici de venir modifier la section, ou bien de venir ici demander une optimisation de la section, et là d'optimiser soit à la fois en largeur et en hauteur, soit uniquement en largeur ou en hauteur. Donc là ici nous on reste avec les sections définies initialement. On a ensuite les classes de durée de charge et classes de service. Les longueurs efficaces de barre, donc là ce qui permet de faire les vérifications au niveau de la stabilité. Donc là dans notre cas, vu qu'on a une dalle, on va négliger ici on va ne pas considérer le déversement et le flambement autour de l'axe Z. Donc on garde juste un flambement possible autour de l'axe Y au niveau du contrôle. Ensuite, au niveau des données de service, donc ici je vais pouvoir sélectionner les barres. Donc ici tout d'abord par rapport aux barres secondaires, donc celles sur lesquelles pose directement la dalle. OK. Et puis ensuite une liste de barres pour la barre principale, la barre support. Ici, donc je vais sélectionner cet ensemble. Et là je ressors directement la valeur de 4,8 mètres. Donc ça me permet de considérer de ne pas créer un ensemble de barres. Et en utilisant une liste de barres, je considère la longueur totale ici. OK. Et après, dans la dernière partie, paramètres, il sera possible ici de considérer par exemple au niveau d'une poutre une entaille, ou bien par exemple une réduction au niveau de l'effort tranchant. Donc là, ce serait par exemple possible aux extrémités de définir ce type de cas de réduction au niveau de l'effort tranchant.
OK, donc là, nous, on ne prend pas de paramètres supplémentaires. On va pouvoir effectuer le calcul. Donc là, au niveau de l'analyse value, j'ai les deux combinaisons avec les deux vérifications qui me sortent les ratios les plus élevés. Et ensuite, les deux combinaisons, les deux cas à l'ELS pour la flèche instantanée et la flèche finale, qui sont directement vérifiés. Et si je souhaite plus de détails aux ELU, je peux venir au niveau de la vérification d'une section, et là je peux regarder les différentes vérifications qui sont effectuées au niveau des sections. Je peux également regarder par barre les vérifications effectuées, comme ça j'ai les résultats pour chaque barre individuellement, ou encore, pour avoir plus de détails, regarder les résultats par position. Donc là je vais avoir les résultats tout le long des barres. Et enfin, je peux sortir tout à la fin une liste des pièces qui ont été vérifiées, ce qui me permet de sortir ici une nomenclature avec un quantitatif des pièces. Ok. Ensuite, ces résultats de RF Timber Pro, ils sont visibles aussi graphiquement au niveau du modèle, ce qui permet de détecter rapidement sur le modèle les zones où on se retrouve avec les ratios les plus élevés. Donc là, on voit que sur la vérification par rapport aux contraintes, vérification de section à l'ULU, on retrouve ici les points où on a nos pics, donc à ces zones-là. On retrouve ensuite la vérification par rapport à l'analyse de stabilité, donc on retrouve aussi les zones les plus sensibles. Puis pareil, après pour le LS, on peut directement afficher les ratios au niveau des barres. Donc là, que ce soit pour les poutres secondaires, ou bien pour la poutre principale, ici. Avec les vérifications ELU pour les contraintes et stabilité. Donc après, là-dessus, il y aura d'autres possibilités. Par exemple, sur le béton, ici on est parti sur une dalle béton standard. Si on souhaite, c'est aussi possible de prendre en compte d'autres types de comportements au niveau de la surface. Donc au niveau du béton, on peut aussi définir un matériau, ici au niveau du modèle de matériau, qui serait isotrope élastique non linéaire, par exemple. Ou bien après, on a d'autres définitions qui seraient possibles au niveau de la définition, si on veut définir des lois de comportement au niveau du matériau. Donc, par exemple, on pourrait, si je reviens dessus, définir avec de l'endommagement un type de béton avec du béton fibré et définir ici la courbe de comportement de ce béton fibré. Donc voilà, et par la suite on pourrait effectuer le reste des vérifications sur la partie béton. Donc voilà pour ce webinaire. Je vous invite également à vous rendre sur le site de Delubal Software, donc delubal.fr, où vous allez retrouver aussi des articles techniques, des documents techniques. Vous pourrez retrouver également tous nos webinaires. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. Et vous retrouverez également toutes nos vidéos sur YouTube pour les revisionner. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter. Vous serez informé de nos prochains webinaires et de tous nos événements au cours de l'année. Et à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@delubal.fr ou à nous contacter directement au numéro indiqué ici. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.